Bon, rebonjour à tous, Eric F4FAP. Pour changer de la dernière fois, je vais vous parler du soleil. Alors il se trouve qu'un jour, j'écoutais indiscrètement le relais UHF de Rennes, et il y a un OM du sud de l'île-et-Vilaine qui disait qu'il aimerait bien avoir un document pour comprendre quelque chose sur le soleil. Alors j'en ai déjà fait un. Qui n'est pas complet parce que des paramètres du soleil, il n'y en a pas 100, il y en a des milliers. Et donc sur le site de la RA35, sur l'onglet HF, on peut le trouver ce document. Mais il a l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même être un peu passionné parce que c'est compliqué. Le soleil, les paramètres du soleil, c'est compliqué. Alors, l'homme en question, qui se trouve ici, qui porte un chapeau gris, là, avec des lunettes et qui a une bagnole qui ressemble plus à un char d'assaut militaire que... Voilà, je vous dis que ça. Hein. Et ben voilà, j'ai pensé à lui et j'ai fait un document qui s'appelle Simplex solaire. Et vous voyez cette main-là, et ben 4 paramètres. Vous devrez pouvoir en mesure de dire ça chauffe, la HF, je vais pouvoir l'utiliser, faire du vara, du truc et du machin, ou alors dire je peux couper, je vais aller au bar. Voilà. Donc, j'espère que je vais arriver à vous convaincre. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nos com HF, c'est pas nous, hein, c'est le soleil. La nuit, c'est relativement stable. Par contre, le jour, le soleil fait son travail. Il y a une intense activité électronique dans les couches supérieures de l'atmosphère. Et ça, pour comprendre quelque chose, on est obligé de tenir compte de ces paramètres solaires. Donc, 4 paramètres principaux à surveiller. 4, hein. Je ne vous en demande pas beaucoup, 4. Donc si vous dites ah ben non, c'est trop compliqué, là je ne peux plus rien faire. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est aller sur son site de météo solaire favori. Alors pareil, il n'y en a pas 4, il y en a 10. Attends, ça coupe. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 10, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors vous choisissez celui que vous voulez. Pour ma part, je vais sur solarham.com. Le gros inconvénient de tous ces sites, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et il faut savoir où regarder. C'est comme les logiciels Internet, de modulation numérique. Il y a tellement de pavés partout qu'on trouve ça compliqué, mais finalement, à force d'y aller, c'est pas très compliqué. Surtout, là, 4 paramètres, il va falloir savoir où les chercher. Donc là, vous avez solarham.com, Space Weather Live, Space Sunspot Watch, etc., etc. Il y en a plein. Donc tu vois Jean-Pierre, regarde, est-ce que ça peut passer ce matin sur 1422? T'as vu la tête que t'as? Ça. Voilà, avec tous les fils derrière. Donc voilà à peu près à quoi ressemble à quoi vous devez vous intéresser. En fait, il faut surtout considérer dans ce genre de tableau la partie droite qui vous donne des valeurs relatives d'activité géomagnétique ou d'émissions solaires. Après, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder à gauche et vous aurez la valeur exacte. Alors pour commencer, en général, on s'intéresse au rayon X, puis qui va générer possiblement un blackout. De temps en temps, vous avez certainement vu des cartes où on voit une belle tache rouge. Ouais, ça coupe de temps en temps. Belle tache rouge qui vous dit ah là aujourd'hui pas de HF. 1402 vers la Nouvelle-Calédonie. Tintin. Donc voilà, donc à droite, ça donne la valeur relative du blackout qui est attendu ou qui est supposé, parce que tout ça, il faut quand même voir que c'est calculé. Et c'est même beaucoup supposé, parce qu'on n'a pas de satellite qui soit assez près du Soleil pour avoir l'info en temps réel. Donc c'est calculé quand une émission solaire à une éjection de masse coronale, et ben ils estiment que c'est telle valeur, et donc ça va mettre tant de temps pour venir, et ensuite on aura un blackout de telle valeur. Et puis quasiment une fois sur 4, c'est pas du tout ça, c'est plus puissant ou moins puissant. Donc là en l'occurrence, ici à droite en orange, vous avez la valeur du blackout qui est attendu, et qui est la conséquence du paramètre qui est en jaune à gauche. Donc ça c'est le premier paramètre, un doigt. Deuxième paramètre, les indicateurs géomagnétiques. L'indicateur K, c'est une valeur qui est mise à jour. L'audio a changé là.
Une valeur qui est mise à jour toutes les 3 heures, oui, toutes les 3 heures. Et donc, ça donne un chiffre relatif qui donne l'état du champ magnétique terrestre, la magnétosphère. Et donc, ça, c'est pareil, on va vous dire que c'est G3, c'est qu'on commence à avoir une perturbation magnétique forte, une propagation HF fluctuante, des aurores boréales susceptibles d'apparaître au-dessus de 50 degrés nord ou sud et possible dégradation satellite. Vous voyez. Et donc, à droite, en jaune, c'est la conséquence du paramètre K qu'on voit en vert à gauche. Ça, c'est pas compliqué. Si ça allait. Jean-Pierre. Ok, on avance. Trop compliqué. Bon. Et vous avez deux autres paramètres. C'est le nombre relatif de taches solaires qui sont observées et le SFI et le SFU, donc qui est l'activité radio du Soleil sur 2 gigawatts. Et qui est un paramètre qui est le plus représentatif de l'activité du Soleil. C'est un paramètre qui a été décrété dans les années 40 parce qu'ils se sont aperçus que grâce à ça, on savait quel était l'état de santé du Soleil. Alors c'est pas le meilleur, mais ça a été, un consensus international par les experts qui dit bon, on va prendre 2 gigawatts parce que sinon on pourrait chipoter, ça peut être 2 giga 9, 2 giga 7 ou d'autres fréquences. En l'occurrence, c'est 2 gigawatts. Et ces paramètres sont donnés par les Canadiens. Donc ça, c'est un paramètre qu'on trouve sur solarham.com. Vous voyez, avec les flèches, là, on trouve donc le SFI, le SFU. C'est la même chose, Solar Flow Index ou Solar Flow Unit. Et donc à droite, le nombre moyen de taches solaires. Pour l'anecdote, c'est un nombre qui est moyenné sur 13 mois. Et vous avez aussi un nombre qui est moyenné sur le mois, un nombre qui est moyenné sur la semaine, un nombre qui est moyenné sur la journée, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, le standard, c'est sur 13 mois. Ailleurs, ça peut se présenter comme ça. En fait, c'est toujours SFI, SN. SN, c'est Spot Number et SSN, c'est Smooth Spot Number. Et la différence, il n'y en a pas, c'est la même chose. Donc SFI, SN. Avec ça, ça vous renseigne. Donc là, on a déjà les 4 paramètres. Et donc sur le tableau, ça donne ça. Bleu ciel, Spot Number, le nombre de taches solaires. Et à droite, en violet, en mauve, SFU, SFI. Et au milieu, donc, vous avez l'état de la propagation. Pour vous faciliter la vie, j'ai mis un petit tableau à droite qui vous donne l'accessibilité théorique aux longueurs d'onde en HF. Donc c'est théorique, qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce que vous allez rentrer dans ce tableau et que ça va tomber pile poil que vous aurez la propagation annoncée, mais ça donne une bonne idée. Donc j'ai fait une compilation que j'ai appelée simplex solaire. J'ai pas osé appeler ça, je sais pas moi, les paramètres solaires pour les NAS ou un truc comme ça. Non, j'étais un peu plus urbain. Donc vous allez sur rr35.fr, onglet HF, et vous cliquez sur simplex solaire, et voilà ce que ça donne. J'ai ultra simplifié le tableau, donc vous avez ça dans votre chambre à coucher, à la station, les toilettes, partout, quand vous regardez votre téléphone. Vous avez besoin de vous renseigner sur le coefficient K, enfin l'indice K, l'indice SN, SFU, SFI et le X. Et avec ça, vous avez une bonne idée de l'état du Soleil, s'il est énervé, s'il va vous permettre de contacter FK4, quoi ton indicatif? FK4RG, ouais, c'est ça. Et ben non, vous ne l'aurez pas parce que y a un blackout G5 et là, c'est cuit. Donc facile. C'est ultra simplifié. Et pour ceux qui s'intéressent un peu plus à tous ces paramètres solaires, évidemment, il y a la doc paramètres solaires tout court. Et puis là, il y en a 2 pages et c'est ultra concentré. Mais bon, c'est ultra passionnant aussi. Donc voilà, pour récapituler, les rayons X, c'est le blackout radio, l'indice R. L'indice K, c'est l'indice de stabilité G. Les tâches solaires, corrélation SFI, SFU, c'est corrélé avec le SFU, SFI, c'est l'activité physique du Soleil. Voilà, on peut rien dire d'autre. Vous voyez, ça va vite, Et voilà, ça c'est une tâche solaire, plusieurs milliers de degrés. Éventuellement, si vous avez des questions, je suis sûr que vous n'en avez pas. Il n'y en a pas un qui... Ah si, lui là-bas... Tu n'aurais pas pu écrire ça en police de caractère Times New Roman?
Ça va être ça, tous les coups. Ou la couleur, non, tu aurais dû mettre du vert. Ouais, parce que non, mais c'est des robots qui donnent c'est des robots, je pense, qui sont sur VHFDX, ça doit être ça, vhfdx.com. Et puis en fonction du nombre de QSO qui sont faits, ils arrivent à détecter qu'il y a de la propagation. Mais a priori, comment dire, il ne faut pas confondre la propagation troposphérique, qui est l'inversion des températures en altitude, plus un coefficient K d'humidité, qui est hyper important s'il n'y a pas de propagation, de l'activité des couches E de l'ionosphère qui sont susceptibles de faire un effet miroir, mais alors hyper temporaire. Hein. Ça peut durer une seconde comme ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes. Et dans ce temps-là, tout ce qui est avec un angle constant d'un point A à un point B passera sans restriction. J'ai déjà fait des contacts comme ça en sport E de 2500 km avec les Grecs. Mais c'est hyper aléatoire et ça se prévoit pas. Et je suis même pas sûr que le Soleil ait une influence là-dessus. A priori, c'est plutôt une histoire de, comment on dit ça, de cisaillement de vent. Il y aura des vents extrêmement forts là-haut. Et les cisaillements permettraient certainement d'électriser les couches, notamment la couche E à cet endroit-là, pile. Ça ressemble, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est une fente qui permet d'utiliser la VHF à grande distance. Mais a priori, ça n'a pas d'incidence, ce n'est pas grâce au Soleil. Aïe. 5 SDH. Alors, sur du 50 mégas, on peut quand même aller jusqu'à des prévisions ionosphériques qui permettent de faire des liaisons couche F à très forte activité solaire, ce qui est un petit peu actuellement le cas. Hein. J'ai eu l'occasion de recevoir des modulations numériques, un FT8 sur le CIMET, qui sont visiblement dues à une propagation couche F. Hein. C'est très ponctuel. C'est connu depuis très longtemps. Hein. Il y a des OM il y a 30 ans ou 40 ans dans des max qui ont même fait des QSO en CW ou en BLU, hein. Mais exceptionnel. Alors vous avez sur le tableau ici, vous avez la dernière ligne au milieu, là, en mauve à droite, là, un tableau qui vous donne propagation jusqu'au 6 mètres. Donc propagation théorique. Rémi, F4JWP. Salut Rémi. Alors là, j'ai peur. Hein. Je t'avoue, je te la pose. Vas-y, tu peux trembler parce que ça va chauffer ici. Et je peux te dire, c'est la partie pour les nuls. Hein. C'est moi le récepteur. Si j'ai bien compris, alors je suis débutant et je débute dans un cycle d'intense activité solaire, donc je vois plein de choses bizarres se passer, c'est assez amusant. Si j'ai bien compris le cas en haut, quand ça pète au soleil, il y a un grand flash de rayons X qui vient vers nous à la vitesse de la lumière. Oh, donc c'est environ 8 minutes après qu'on reçoit ce flash-là. Et donc, si j'ai bien compris, c'est bien un blackout là, qui se produit à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qui marche. Et l'autre partie, une fois qu'il y a eu l'éruption au soleil, c'est des particules qui sont envoyées qui vont beaucoup moins vite, si j'ai bien compris, qui vont autour de 1000 km/s et qui vont arriver dans les jours après et qui vont faire les ionisations, les effets miroirs, les choses comme ça sur nos propagations. Le soleil, la lumière du soleil met 8 minutes pour nous parvenir. Il y a 150 millions de kilomètres. Et les éjections de masse coronale ou les éruptions solaires, parce que c'est la même chose et c'est pas la même chose. Vous voyez que ça commence mal. Et j'ai un peu de mal à distinguer les deux. Et de toute la littérature que je me suis envoyée des milliers de pages, je peux vous dire qu'ils ne distinguent pas eux-mêmes. En fait, quand il y a une éruption solaire ou une éjection de masse coronale, en fonction de ce qu'ils voient, ils qualifient. C'est pas parce qu'ils vont voir un truc, ah paf, c'est une éruption. Non, 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 ils ont tout un tas de paramètres, ils réfléchissent, ils doivent discuter entre eux, puis ensuite ils qualifient. Et donc, l'éjection de masse coronale, elle met entre 2 et 4 jours à venir en fonction de la vitesse d'éjection. Il y a aussi les émissions radio qui, elles, se baladent à, je ne me rappelle plus la vitesse, 1000 km/s, je crois que c'est ça. Et là, elles mettent quelques heures pour venir. Et ça, c'est pareil, je travaille là-dessus, c'est pas évident à comprendre parce que la littérature reste américaine, c'est de la discussion de comptoir au pub du Texas, c'est pas toujours clair. Et je pense pas que même ils soient vraiment capables de l'expliquer autrement qu'avec des équations. Merci, tu me rassures. Voilà ce qu'on peut dire d'ultra simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non, SEA, il est en train de dormir.
Attends, je vais te passer le micro. Merci. Philippe, F4EQP. Il y a un autre site qui s'appelle Troposphérique Propagation Forecast. Est-ce que c'est lié au Soleil ou ce sont d'autres... Non, ça c'est une prévision de propagation troposphérique. Donc il y a l'atmosphère, la troposphère, la stratosphère, etc. Après l'exosphère, etc. Et non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, il prévoit les masses d'air qui sont chargées en humidité et aussi les inversions de température. Il faut là, par exemple, il y a eu du brouillard ce matin. Normalement, c'est des conditions qui sont favorables à la propagation troposphérique. On appelle ça propagation troposphérique. Pour moi, c'est pas une bonne appellation. Il faudrait plutôt dire, comme les Anglais, du ducting. Je sais pas comment tu dis, Snail, c'est troposphéric ducting, je crois. C'est plutôt effet tunnel. C'est l'effet tunnel, c'est-à-dire que c'est vraiment assez local. Vous allez pouvoir faire une liaison VHF avec toute petite puissance entre, par exemple, Rennes et Bordeaux, mais celui qui est à La Rochelle ne recevra rien. Parce que c'est vraiment hyper localisé. Et donc, il faut des conditions d'inversion de température, un coefficient K d'humidité, il faut vraiment des conditions particulières. Et donc, il fait ça. Il les prévoit. Et puis, il les prévoit jusqu'à, je crois, près de 7 jours à l'avance. Et évidemment, inutile de dire, pour moi, la météo, c'est pas valable au-delà de 24 heures. Voilà. Mais c'est vachement intéressant parce que ça permet de se mettre à l'écoute et d'apprendre, d'entendre des choses. Mais rien à voir avec le soleil, si ce n'est que le soleil chauffe l'air un peu, quoi. Voilà, ça s'arrête là. Vas-y, je t'écoute, je t'entends. Ouais, pour qu'on l'entende, je vais lui passer le micro. Les autres, ils s'en foutent. F4 Hôtel Zulu Papa, la Grey Line fait partie de l'activité solaire? Non, c'est pas qu'elle fait partie de l'activité solaire, mais je crois que les radioamateurs, justement, comptent sur la Grey Line pour faire des contacts pas possibles. Hein. Ah oui, ils disent tout ça. Hein. J'entendais encore JP, il y a la Grey Line, je pense que ça va être la bonne heure pour passer de l'autre côté. Un exemple, j'écoutais souvent une station radio cubaine, et c'est toujours quand il fait jour là-bas et nuit ici. Bon oui, t'as des conditions de couche qui sont des couches ionosphériques qui sont différentes des deux côtés, donc j'imagine que ça doit bien faire quelque chose, hein, ça c'est connu ça. Alors la trope à 20 km, l'ionosphère commence à 80 km, elle est beaucoup plus haute. Sandy F4PP, le cycle solaire de 11 ans, il est dû à la rotation du Soleil, à quelque chose J'ai rien lu là-dessus. A priori, c'est interne au Soleil. C'est comme ça. Alors, le cycle de 11 ans, c'est un cycle moyen. Il y en a qui ont duré 9, il y en a qui ont duré 14. Ouais, c'est un cycle moyen. C'est comme les tâches solaires, c'est même moyen. Il y a beaucoup de moyennes parce qu'on a pas assez de recul sur l'activité du Soleil. Je crois que les scientifiques observent le champ magnétique du Soleil et quand il tourne, c'est à partir de ce moment-là qu'il donne un top d'un nouveau cycle. Mais c'est difficilement prévisible. Hein. C'est lui qui garde la main à 100% sur son cycle. Et c'est pas encore modélisé mathématiquement. Tu as ta chance si tu veux. Merci Eric. J'espère que ça vous a réveillé.